Avant 2022, on vivait complètement dans un autre monde. Que ce soit au travail, dans l'éducation et même dans notre manière de réfléchir, l'IA a complètement tout changé. Et le plus fou, c'est que ce changement n'a pas affecté que la tech, mais cela a aussi affecté les métiers, l'éducation et même nos croyances sur ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'IA ou pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo avec Steven, on va d'abord revenir sur l'avant et l'après ChatGPT pour comprendre pourquoi l'IA générative a créé cette rupture aussi massive. Ensuite, on verra ce que ça change concrètement dans les différents métiers ainsi que dans l'éducation. On verra qu'il y a des métiers qui sont en voie de disparition. Par contre, il y a d'autres métiers qui sont de plus en plus boostés par l'IA. On parlera également de comment on gère un projet d'IA en entreprise. On va vous parler notamment des différentes étapes qu'on doit traverser pour atteindre un objectif bien défini en ce qui concerne la réalisation d'un projet d'IA. Et surtout, on va vous expliquer des erreurs les plus fréquentes à éviter absolument. Et enfin, on démontera avec vous les différents mythes qu'on a autour de l'IA. On va vous expliquer ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qui est surtout pas possible de faire aujourd'hui avec l'IA parce qu'on remarque qu'il y a une certaine illusion sur ce que l'IA peut faire aujourd'hui ou pas. L'objectif étant simple, vous aider à comprendre l'IA, à l'adapter, mais surtout à l'utiliser comme un levier et non comme une contrainte. Salut à tous et bienvenue sur Master AI. Alors moi c'est Jordan et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je suis ingénieur machine learning et au quotidien je travaille sur des projets variés qui intègrent l'IA dans les systèmes d'information des entreprises. Et sur Master AI, on vous fait une acculturation sur le monde de l'IA, on vous montre comment gérer des projets de l'IA concrets qui sont prêts à aller en production. Salut à tous, moi c'est Steven, je suis ingénieur machine learning et en développement Python. Et comme l'a dit Jordan, sur cette chaîne, nous parlons d'IA principalement. Nous parcourons avec vous tout ce qu'il faut savoir en fait sur l'actualité, sur les technologies nouvelles et même également sur des concepts techniques qui sont très intéressants à connaître lorsqu'on parle d'IA et de machine learning. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à suivre régulièrement nos contenus si vous êtes intéressé par l'univers de l'IA, si vous voulez apprendre quotidiennement. Et surtout, activez votre cloche de notification pour ne pas manquer les nouveaux contenus que nous publions régulièrement. Dans un premier temps, nous allons vous parler de l'avant et de l'après l'IA générative. Alors comment ça se passait avant l'IA générative? Lorsqu'on parlait d'IA, c'était principalement une IA prédictive, c'est-à-dire qu'il s'agissait des systèmes capables d'analyser, de faire des prédictions ou des recommandations. À l'exemple des systèmes de recommandation comme avec Netflix, des systèmes pour calculer des scores de crédit ou des outils d'optimisation. C'était des modèles qui étaient puissants mais qui étaient principalement réservés à une catégorie de personnes, notamment des chercheurs, des data scientists, des experts. Et il fallait être capable de comprendre les algorithmes et de savoir écrire du code. Donc en gros, pour la majorité des gens, l'IA semblait être quelque chose de très lointain. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'IA était largement limitée au monde professionnel et on ne la retrouvait que dans des grandes entreprises, dans des laboratoires de recherche ou des petits startups fortement technologiques, mais très rarement dans la vie au quotidien du grand public. Tout cela nourrit un mythe, c'est-à-dire celui d'une IA inaccessible, presque magique, une technologie impressionnante et réservée uniquement à une élite technique. Donc bref, l'IA existait déjà mais elle ne faisait pas encore partie intégrante de notre quotidien. Puis en 2022 est arrivé ChatGPT et avec lui un véritable changement de paradigme. Pour la première fois, une IA très puissante était mise à disposition du grand public. Plus besoin de savoir coder ou même d'être expert, il suffisait de savoir parler, rédiger une question, comme lorsque tu causes avec un collègue. L'impact a été très massif et immédiat sur la productivité au quotidien. En l'occurrence, pour rédiger un mail, pour résumer un document, pour générer des idées, pour écrire du code, pour traduire, pour préparer une présentation. Bref, ce qui prenait des heures peut maintenant se faire en quelques minutes. Et en parallèle, nous avons assisté à une démocratisation sans précédent des outils d'IA, notamment pour la génération de textes, la création d'images, d'audio, la génération de vidéos. Bref, des capacités autrefois réservées aux experts sont devenues accessibles à tout le monde. Donc globalement, l'IA n'est plus uniquement qu'un outil technique, mais c'est devenu un véritable assistant personnel disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, on a franchi une étape encore plus grande avec l'émergence des systèmes à base d'agents qui sont capables de planifier et d'exécuter des tâches, de collaborer avec d'autres agents et dans la plupart des cas d'agir sans intervention humaine. Donc il ne s'agit plus simplement que d'un outil, mais d'un véritable acteur numérique qui transforme en profondeur notre manière de penser, de travailler et même de créer. Parlant justement de l'après-IA générative, il y a eu des changements à plusieurs niveaux. Mais on peut se demander quels ont été les impacts précisément en ce qui concerne les métiers et l'éducation. Oui, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA ne va pas remplacer les métiers. Donc, ce qu'elle va remplacer, ce sont les différentes tâches qu'on va exécuter au quotidien. On va remarquer qu'il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui impactés par l'IA. Donc, premièrement, il y a le métier de développeur et après, il y a surtout le métier de marketing. Quand je parle des développeurs, j'englobe un peu que ce soit développeur web, développeur mobile, même des métiers de data, des métiers de data scientist, data engineer, machine learning. On va beaucoup utiliser l'IA au quotidien
pour nous aider en fait à accomplir nos tâches. Mais l'IA ne va pas en quelque sorte remplacer le métier. Donc c'est juste que ça va accélérer la productivité. Et parlant justement du métier de développeur, on va remarquer qu'il y a des outils qui sont boostés par l'IA qui vont permettre justement d'accélérer la productivité en codant plus vite. On a justement présenté sur cette chaîne GitHub Copilot ou bien encore Continue, qui sont des outils intégrés dans notre IDE qui vont permettre de coder vraiment plus rapidement. Même le data scientist peut débugger plus vite. Quand on a des problèmes, on peut utiliser justement l'IA pour essayer de résoudre ou bien de retrouver plus rapidement un problème de code qu'on a. Donc on voit que ce sont des aspects qui ont très vite évolué avec la venue de l'IA. Avant, on allait faire des heures sur Stack Overflow pour trouver la solution à notre problème. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut justement aller plus rapidement. Un autre métier, c'est le métier du marketing. Ceux qui occupent de postes de marketing peuvent se servir de ça pour essayer de générer des images, des vidéos, par exemple avec VO3 qu'on peut voir. Il y a encore Babana, l'outil de Gemini qui est sorti dernièrement qui permet de générer des vidéos extraordinaires. Donc on comprend tout à fait que ces métiers peuvent drastiquement changer. Donc on peut se demander quel type de métier en fait, quel genre de métier sera beaucoup plus impacté par l'IA. Est-ce que c'est tous les métiers ou des métiers assez spécifiques? Bon, oui, je pense que ce sont des métiers très spécifiques. Les métiers par exemple administratifs, pour moi, ce sont les plus visés parce qu'il y a vraiment des tâches qui se répètent et on peut vraiment automatiser ça. Même si ces métiers sont plus à risque de disparaître, je pense que c'est à ceux qui occupent ces différents métiers de développer des compétences clés. Parce qu'il y a des nouvelles compétences que je pense qu'avec l'avenir de l'IA qu'il faut développer. Ça va par exemple poser des bonnes questions, savoir faire du prompting pour essayer de dialoguer avec l'IA afin de résoudre certaines tâches. Savoir au maximum piloter des outils d'IA qu'on peut remarquer aujourd'hui qui émergent tous les jours. Donc en quelque sorte, l'IA va faire en sorte qu'on va rechercher certaines compétences clés. Ça sera plutôt des valeurs humaines, histoire de s'assurer d'avoir un regard assez critique pour juger la génération, en fait, le travail qui a été fait par l'IA. Donc je pense que l'IA va en fait favoriser ceux qui savent s'en servir. Donc le risque n'est pas l'IA, mais c'est de ne pas l'apprendre. En fait. Par exemple, un autre aspect qui a été grandement touché par l'IA, c'est l'aspect éducation, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. En fait, on a remarqué que ce sont les étudiants qui sont des premiers utilisateurs de l'IA au quotidien, l'IA générative. Aujourd'hui, les étudiants utilisent l'IA, que ce soit pour résumer les cours, pour faire les exercices, pour réviser plus vite. Donc on remarque que l'IA est un peu comme un assistant en fait d'un étudiant lambda et comme un professeur que les étudiants ont au quotidien 24/24. Donc mais je pense que c'est très bien de l'avoir adopté comme ça, c'est très bien d'utiliser l'IA pour booster la productivité. Mais je pense qu'il y a un réel risque qu'il faut mentionner là. Premièrement, c'est un risque de dépendance. On le voit aujourd'hui, il y a des étudiants qui n'arrivent plus forcément à réfléchir par soi-même ou d'avoir un regard assez critique sur certains aspects. Donc je pense qu'il est bien de se servir de l'IA, mais avoir en tête que ça peut entraîner un manque d'effort intellectuel. Et cela peut avoir des répercussions plus tard. Le but, c'est de se servir justement de cette IA-là pour apprendre au quotidien. Ça veut dire par exemple pour les développeurs, quand vous codez, ne pas laisser l'IA tout générer, essayer d'interagir avec l'IA pour essayer d'avoir plus d'explications. Dans le contexte des étudiants, quand vous essayez l'IA, que ce soit pour faire vos exercices, pour faire vos résumés de cours, que ce soit même pour rédiger vos tests et un regard assez critique en fait pour ce qui est généré par l'IA, parce que de nos jours il y a de plus en plus d'outils qui émergent et qui vont venir faciliter la tâche aux étudiants. Dernièrement j'ai entendu parler par exemple d'une nouvelle IA qui est sortie qui s'appelle Humanizer, dont les étudiants les utilisent beaucoup pour essayer d'humaniser les tests qui étaient générés par l'IA, de faire en sorte que ce test soit plus naturel. Ce qui est bien, mais je pense qu'il faut relire le test soi-même, essayer d'apporter de soi-même son regard critique en fait au test qui a été généré. Bon, derrière tout ça quand même il y a des opportunités, parce que plusieurs étudiants peuvent utiliser l'IA aujourd'hui pour aller plus vite à l'école, mais ils l'utilisent comme un tuteur, vraiment interagir au quotidien avec l'IA pour essayer de résoudre des problèmes, pour comprendre des notions les plus complexes. Donc là on vient un peu de faire un tour sur les impacts que peut avoir l'IA dans les métiers, dans les différents métiers et même dans l'éducation. Si on va un peu plus loin dans le monde professionnel, aujourd'hui il y a plusieurs façons de gérer un projet IA et on va essayer de mieux vous présenter comment gérer les projets IA en entreprise, mais surtout les erreurs à éviter absolument. Oui, justement, parlant de la gestion des projets d'IA en entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes règles avec lesquelles on joue pour un projet d'IT classique. Parce qu'un projet IA est par nature incertain et probabiliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de construire un système déterministe qui va toujours répondre à chaque fois de la même manière. Ça veut dire qu'on va entraîner un modèle qui va réaliser des prédictions et faire des erreurs. Donc l'objectif, c'est de trouver vraiment le bon compromis entre la performance et les valeurs métiers. Un deuxième point très important à souligner également, c'est la donnée. Parce qu'une IA ne sera jamais meilleure que les données qu'on lui fournit. Ceci implique d'avoir des données propres, accessibles, cohérentes et bien représentatives du contexte du projet. Et justement, dans la pratique, c'est très souvent là que se situe le plus grand challenge et la plus grande complexité dans un projet IA. Et pour finir, le bon pilotage d'un projet d'IA repose également sur le choix des KPI adaptés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement dans un projet d'IA de mesurer l'avancement et le respect du budget. Il faut aussi suivre les indicateurs de qualité du modèle, mais surtout les indicateurs d'impact business. Tout ceci afin de s'assurer naturellement que l'IA répond aux besoins initiaux. Donc face à cette spécificité, l'IA repose essentiellement
essentiellement sur la collaboration entre les acteurs avec des rôles bien déterminés. Ceci signifie que dans un projet d'IA, vous allez typiquement retrouver des rôles comme le Product Owner IA et dont le rôle consiste à traduire les besoins métiers en cas d'usage exploitable. Donc il va typiquement prioriser les développements, il va également arbitrer entre valeur business et stabilité technique. Donc à côté de ça, vous aurez également typiquement des experts métiers qui vont apporter beaucoup plus de précision et de connaissances en fait sur l'aspect métier qui est visé par le projet d'IA. Vous aurez également des rôles de data scientist, de machine learning engineer, dont le rôle consiste principalement dans le développement et la mise en production des modèles. Et vous aurez également des data engineers qui sont responsables de toute la stack data, c'est-à-dire pour mettre en place les infrastructures, les pipelines nécessaires pour collecter les données et les faire remonter justement pour les data scientists et les ingénieurs machine learning. Nous avions justement fait une vidéo sur la chaîne pour présenter les différents métiers compris dans la stack data et avec un focus également sur le métier de data scientist, et nous vous invitons à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Bon, tout ceci étant dit, on peut se demander typiquement quelles sont les étapes de réalisation d'un projet d'IA en entreprise. Oui, en fait, il faut comprendre qu'un projet d'IA en entreprise suit plusieurs étapes de manière progressive. Tout va commencer par une étape de cadrage. Donc là, on va essayer de cadrer le besoin métier. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire avec de l'IA? Donc là, dans cette étape, c'est bien important, il ne faut pas parler de technologie. On va faire un focus en fait sur la valeur. Qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur en mettant en place le projet concerné? Ensuite, va venir une étape de data engineering. Donc là, on va essayer d'aller se brancher sur les différentes sources de données pour ramener de la donnée, évaluer leur qualité et si jamais elle est nettoyée, il est préparé. Cette étape est généralement la plus longue parmi les étapes de gestion d'un projet d'IA, mais c'est une étape qui est assez critique car elle détermine drastiquement la réussite d'un projet. Après vient une partie du développement de l'algorithme. Donc ça va peut dépendre en fonction de si c'est un projet d'IA générative ou bien c'est un projet de ML classique. Donc dans le cas d'un projet de ML classique, on va essayer d'entraîner un modèle en servant justement des données qu'on a bien préparées. Et d'un projet d'IA générative, on va essayer de développer directement l'algorithme. Ça peut être un chatbot, ça peut être une architecture RAG qu'on essaie de mettre en place. Donc c'est dans cette partie qu'on va développer l'algorithme, qu'on va tester et on va comparer plusieurs solutions à disposition. L'objectif est de vérifier si avec les données qu'on a à disposition, l'algorithme qu'on a développé est capable de répondre aux besoins qu'on a identifiés durant la phase de cadrage. Ces trois étapes que je viens d'énoncer là conduisent en quelque sorte à la création d'un POC. Donc le POC là va venir valider la faisabilité technique, le potentiel création de valeur ainsi que la performance de l'algorithme qui a été développé. Une fois la solution validée, on entre directement dans une seconde phase des étapes de notre projet. C'est la phase de déploiement. Donc là, on va essayer de mettre directement en production l'algorithme qui a été développé dans un environnement de production, mais surtout avec des exigences de sécurité. Donc logiquement, la suite serait justement de monitorer l'algorithme qui est déployé, de détecter les dérives et de faire en quelque sorte un apprentissage continu. Dans le cas des projets de ML, il y a ce qu'on appelle le MLOps qui permet justement de réentraîner le modèle au fur et à mesure. Dans le cas des projets d'IA générative par exemple, il y a aussi des techniques pour essayer d'enrichir en fait la base de connaissances de l'IA. Donc vous voyez qu'il y a une première phase qui se consiste déjà à mettre rapidement un POC. Donc c'est très important en IA le fait de valider la faisabilité technique et la création de la valeur. Et ensuite vient le déploiement de la solution. Donc avec toutes ces étapes de mise en place d'un projet d'IA dans le contexte d'entreprise, quelles peuvent être les erreurs ou bien les risques qui peuvent survenir? Oui, effectivement, il y a des erreurs en fait qu'on peut commettre à plusieurs niveaux des différentes étapes là qu'on vient de lister. Il faut savoir déjà que les projets d'IA en entreprise échouent à 70%. Il y a une étude qui montre que la majorité des projets IA en entreprise échouent. Pas forcément à cause des technologies qui sont utilisées dans le projet, mais surtout à cause de la décision humaine derrière. Déjà, une première erreur qu'on peut constater très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on veut de l'IA parce que c'est à la mode. Donc, lorsqu'on a un projet, on ne s'interroge même pas s'il y a d'autres possibilités. Là, tout de suite, on veut mettre de l'IA. Donc, je pense que l'une des premières questions qu'il faut se poser lorsqu'on en face d'un projet, c'est est-ce que l'IA est vraiment nécessaire dans ce projet-là? Parce que dans la majorité des cas, une simple automatisation va suffire. Ensuite, une autre erreur, ça peut être que les objectifs sont souvent mal définis. Donc, c'est pour ça que la première étape là de cadrage, de s'assurer qu'il y a une valeur derrière, doit être très bien menée. Donc, il est bien important de définir le besoin métier, mais surtout de définir les critères de succès. Et après aussi, il y a une erreur qui est, pour moi, l'erreur la plus courante, c'est la donnée. Donc là, c'était déjà le cas lorsqu'on ne parlait pas d'IA générative, lorsqu'on parlait juste des projets de machine learning. On voit que lorsqu'on a une mauvaise qualité des données, le résultat après du modèle ne sera pas bon. Mais c'est le cas dans tous les systèmes d'IA ou bien des projets IA qu'on veut mettre aujourd'hui en place. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la citation garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise qualité de données, le modèle en fait qui est résultant ne sera pas du tout bon. Donc il faut s'assurer d'avoir une bonne qualité de données. Ça veut dire des données qui ne sont pas biaisées, des données qui sont représentatives de la vérité terrain et surtout d'éviter les données manquantes. Et surtout lorsqu'on dit souvent que les projets IA ne vont pas réussir, il faut justement essayer de savoir c'est quoi en fait le critère de réussite. Parce que de nos jours, on a des attentes irréalistes en ce qui concerne l'IA. On peut revenir tout à l'heure avec les différents mythes
qu'on a autour de l'IA, on se rend compte que la majorité en fait des projets, ou bien des project owners, ou bien des chefs de projet dans les entreprises veulent des résultats à 100%, ne veulent pas d'erreur. Ils oublient souvent que l'IA, au sens large, que ce soit l'IA générative ou bien le ML, ce sont juste des modèles prédictifs, des modèles probabilistes qui sont derrière et non des modèles déterministes. Donc il faut accepter que le modèle qu'on a développé peut se tromper. Donc en résumé, la bonne réussite d'un projet IA, c'est déjà avoir un produit qui est vivant, qui apporte réellement de la valeur. Et un bon succès, ça veut déjà dire des attentes qui sont réalistes, des bonnes données et avec des indicateurs qui vont suivre justement ces performances. Donc justement, comme je disais là, on va essayer de voir ensemble les mythes en fait qu'on a de nos jours lorsqu'on parle d'IA générative, histoire de comprendre ce qui est vrai ou faux sur l'intelligence artificielle. En effet, parlant justement des mythes courants qui sont dits lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs. Et l'un des mythes les plus répandus en fait, c'est le fait que l'IA va remplacer tout le monde. Déjà, on a vu tout à l'heure, lorsque Jordan vous a parlé en fait des impacts de l'après-IA générative sur les métiers et sur l'éducation, que l'IA ne remplace pas en réalité les métiers, mais elle remplace plutôt des tâches, que ce soit des tâches répétitives, chronophages ou à faible valeur ajoutée, dans le but d'accélérer en fait les processus. Et dans la grande majorité des cas, en fait, l'IA réagit comme un amplificateur de compétences, parce qu'un expert équipé d'une IA devient beaucoup plus rapide, plus efficace et plus productif. Mais après tout cela, l'humain reste toujours au centre de tout, parce qu'il faut bien quelqu'un pour juger ce que produit l'IA, pour aider à la prise de décision, pour définir le contexte et même définir en fait des limites d'un point de vue d'éthique, de confidentialité et de protection en fait des données personnelles. Un autre mythe en fait, c'est de se dire que l'IA comprend ce qu'elle dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle d'IA à la base, c'est un modèle probabiliste. Parce qu'en l'occurrence, pour la génération du texte, ce qu'il fait en fait, c'est de choisir justement le prochain mot le plus probable d'apparaître dans la phrase. Donc en fait, il n'y a ni conscience, ni intention, ni raisonnement, du moins au sens humain du terme. La meilleure preuve de cela, en fait, ce sont les hallucinations. Lorsque l'IA invente en fait du contenu, que ce soit des faits, des sources et tout cela avec une grande assurance. Et elle démontre justement ses limites à travers cela. En fait, elle ne ment pas, elle n'invente pas volontairement, mais elle se trompe en fait sans le savoir. C'est pour cela que l'IA doit toujours être utilisée comme un outil d'aide et jamais comme une source de vérité absolue. Un autre mythe qui se dit souvent, c'est qu'il suffit d'avoir beaucoup de données pour faire de l'IA. Mais c'est complètement faux. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un projet d'IA en général, la qualité est toujours supérieure à la quantité. Donc, il suffit d'avoir des données qui sont propres, qui sont équilibrées, mais surtout pertinentes. Et cela est encore plus vrai dans un contexte d'IA générative. Lorsqu'on développe aujourd'hui des chatbots, vous pouvez juste avoir une petite base de connaissances sur laquelle votre modèle va venir se brancher pour pouvoir répondre aux questions qu'on va lui poser. Donc pas vraiment besoin d'une énorme quantité de données, juste des données qui sont propres et qui sont représentatives. Et pour finir, on entend souvent dire que l'IA est neutre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les données influencent complètement votre modèle. Donc il y a des biais sociaux qui sont reproduits par des algorithmes. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'évaluer et de contrôler constamment votre système d'IA. Donc en conclusion, globalement, une chose est claire, c'est que l'IA a transformé notre quotidien. On a notamment observé un grand changement en fait de paradigme d'avant et après l'IA générative. Comment l'IA s'est installée en fait dans notre quotidien, notamment dans les métiers et même dans l'éducation et dans les formations. On a surtout souligné que l'IA ne remplace pas les êtres humains en soi, mais crée en fait plutôt de nouvelles compétences et qu'il est nécessaire de s'adapter. Nous avons ensuite parlé en fait de l'IA dans le contexte de l'entreprise, notamment quelles sont les spécificités en fait d'un projet d'IA en entreprise. Quels sont les rôles, les différents acteurs qui interviennent dans un projet d'IA et surtout quel est le workflow de réalisation d'un projet d'IA en entreprise. Nous avons également parlé des erreurs fréquentes qui peuvent intervenir en fait lorsqu'on réalise un projet d'IA en entreprise. Tout cela suivi naturellement des risques et des erreurs fréquentes qui peuvent intervenir dans un projet d'IA en entreprise. Nous vous avons également présenté quelques mythes assez classiques qui sont dits lorsqu'on parle de l'IA globalement, tout en précisant en fait ce qu'il en est réellement. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Master AI, n'hésitez surtout pas à le faire car cela nous soutient énormément. Et surtout parce que vous ne devez pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, partagez avec nous en commentaire votre réflexion et globalement si vous aimez ce format de vidéo. Donc nous vous remercions une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau et on vous dit salut et à très bientôt sur Master AI.